Allez, on y va direct les amis, 342e épisode du Coup Tordu. Je vous retrouve vraiment en speed et en solo pour un épisode. Alors, on est obligé évidemment et on est content de le faire. On va débriefer la victoire de Pauline Ferrand-Prévot dans le Tour de France féminin. Journée historique évidemment pour le vélo français. Et je vous l'avais promis également, une petite preview. Ça sera un prono pour la première étape du Tour de Pologne. On va survoler également un petit peu le classement général. Mais je pense qu'on se fera un nouvel épisode un petit peu plus consistant demain pour la deuxième étape qui s'annonce déjà décisive sur ce Tour de Pologne et à approfondir un petit peu plus la start list de cette épreuve. Rapidement, retour sur l'épisode précédent avec Thibaut. On avait fait la preview de la Classica San Sébastien. Alors je suis complètement passé à côté au niveau des pronostics. Alors faut quand même noter qu'il y a un truc qui est quand même assez nouveau dans le vélo, on va dire, ces derniers mois, ces 2-3 dernières saisons, c'est de voir des mecs ne pas courir pendant on va dire plusieurs mois. Giulio Ciccone n'avait plus couru depuis le Giro, revenir et poutrer tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, de plus en plus difficile à mesurer. Prenez l'exemple de Juan Ayuso qui était dans le même cas que Giulio Ciccone. Les deux ont couru le Giro, les deux ont abandonné le Giro. Et Juan Ayuso, ça a été un petit peu mieux sur Xexo ce dimanche, mais Juan Ayuso sur la Classica, la première course, ça a pas été terrible. Donc on voit des types, habituellement on appelle souvent s'il faut un déblocage, on voit des mecs revenir, il leur faut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours de course pour revenir vraiment à leur prime. Et là on voit des mecs qui sortent de stage et qui sont tout de suite à leur prime. Alors Giulio Ciccone nous avait déjà fait le coup sur le Tour des Alpes, là il remet ça sur la Classica San Sébastien, donc c'est quelque chose qu'il va falloir noter pour la suite, c'est que Giulio Ciccone il est un petit peu comme Remco Evenepoel, quand il redescend tout de suite des montagnes, il peut potentiellement être performant directement. On revient sur la victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur ce Tour de France. Donc je le disais en introduction de podcast, journée historique pour le vélo français. Alors je vous le dis, Thibaut connaît beaucoup plus le cyclisme féminin que moi. La Thib, lui, c'est un véritable spécialiste de cyclisme féminin. Et au-delà, bien évidemment, de la performance de Pauline Ferrand-Prévot, j'ai essayé un petit peu d'analyser et de comprendre, avoir un début d'explication, si vous voulez, sur la manière dont elle est arrivée à ce niveau de performance. Déjà, la première chose, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle sortait de nulle part. Non, Pauline Ferrand-Prévot, elle ne sort pas de nulle part. Elle a déjà eu une première carrière sur route il y a une dizaine d'années où elle a littéralement poutré tout le monde à l'époque, avant ensuite de partir sur le VTT. Et globalement, depuis qu'elle est jeune, depuis qu'elle a 12 ans, dans toutes les catégories, il n'y a aucun sujet là-dessus. Elle allume tout le monde. Partant de ce constat, moi je m'attendais vraiment, et quand elle est revenue l'hiver dernier au championnat du monde, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais donné sa victoire sur les championnats du monde en Suisse l'année dernière. Ça avait été une 10 masterclass totale. Elle avait abandonné au 60e kilomètre, et là je m'étais dit que vraiment il y avait du travail, et elle-même avait dit qu'il y aurait énormément de travail. Ensuite elle revient, elle remporte Paris-Roubaix. Là-dessus il y a pas eu photo. Elle est partie au bon moment. Il y a eu, on va dire, un petit peu erreur tactique de ses adversaires qui l'ont un peu laissé filer. Rien à dire là-dessus. Ensuite, la Vuelta. Il y a quelques semaines, abandon à la 4e étape. Elle avait annoncé qu'elle voulait gagner le Tour de France dans les 3 années qui venaient. Donc là, on se dit que globalement, aller relativement loin du compte. Il faut avouer que pas grand monde imaginait voir Pauline Ferrand-Prévot remporter le Tour de France, mais en plus de cette manière. Et c'est probablement plus le fait qu'elle remporte le Tour, c'est probablement la manière qu'a posé pas mal de questions. Le col de la Madeleine sur l'étape de samedi, où elle fait un move, on va dire, un petit peu à la Tadej Pogačar dans Hautacam, où elle humilie littéralement Demi Vollering. Alors Vollering qui n'était pas non plus à son meilleur niveau, puisqu'on rappelle qu'elle a chuté dans le cours de la semaine. Là tout de suite, Antoine Veilleur qui sort ses hashtags note normale, Pauline Ferrand-Prévot. C'était une formalité, le Tour était déjà gagné samedi, mais elle confirme sur l'étape de dimanche en ayant une maîtrise totale et absolue. Alors qu'est-ce qui a pu se passer entre son abandon sur la Vuelta et 5-6 semaines après, 7 semaines après, elle explose la terre entière dans le Tour de France. Alors ce qui a pu se passer est un début d'explication, et pour se dire est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal, et je vais vous laisser seul juge et vous faire votre propre avis, c'est que elle est partie en stage, et du côté de la Visma,
on lui a donné les moyens de l'équipe masculine pour se préparer pour ce Tour de France. Et d'ailleurs, vous noterez quelque chose, c'est que la Visma est l'équipe, on va parler avec Thibaut, c'est l'équipe qui fait le plus matcher sa section masculine avec sa section féminine. Donc à partir du moment où on commence à entraîner les filles avec les moyens des mecs, je parle de matériel, je parle de nutrition, je parle d'entraînement avec les connaissances qui ont été acquises pour les hommes, bah forcément, si l'équipe féminine en bénéficie, ça donne un avantage monumental. L'expérience qui a été acquise par la Visma est, je pense, beaucoup plus étendue que l'expérience, par exemple, du staff de la SD Works, qui est la meilleure équipe féminine au monde. Donc, l'une des clés du succès est probablement là. Maintenant, Pauline Ferrand-Prévot a perdu 4 kilos en quelques semaines, entre sa victoire sur Paris-Roubaix et sa victoire dans le Tour de France, elle perd 4 kilos. Quand Cédrine Carbaol parle d'anorexie chez certaines coureuses, est-ce qu'elle cible Pauline Ferrand-Prévot ? Peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais on sait que l'ennemi est le poids du coureur, enfin le poids est l'ennemi du coureur comme le poids de la coureuse. On a parlé de problèmes d'anorexie dans le vélo féminin, il y en a aussi dans le vélo et dans le sport masculin. C'est pas quelque chose qui est exclusivement féminin. Donc toujours est-il que la clé du succès est probablement là, et encore une fois, bravo à Richard Plougueux de considérer que les féminines sont l'équivalent de l'équipe masculine, et ça paye. Et la suite est probablement là. Ça va être compliqué pour SD Works de pouvoir concurrencer des équipes qui vont faire matcher les deux. Même du côté des UAE, ça matche pas autant. Ça matche pas autant entre les moyens donnés à l'équipe masculine et à l'équipe féminine. Je pense que par exemple, moi, si j'étais le sponsor de la FDJ, par exemple, de la FDJ Suez, il y a un sponsor commun avec la Française des Jeux de Marc Madiot. Moi, j'essaierais de faire matcher les deux. J'essaierais de me rapprocher, en tout cas. Donc pour conclure et pour vous faire votre propre avis par vous-même, on estime que du côté de la Visma, on est totalement propre et que on ne va jamais dans la zone grise ou dans la zone rouge. Je rappelle quand même que Jonas Vingegaard, et c'est quasiment assumé, a gagné son premier Tour de France au monoxyde de carbone qui, à l'époque, n'était pas interdit, je le rappelle. Vingegaard n'a pas triché. Maintenant, est-ce qu'il y a dopage ? Ça, c'est un autre débat. Le monoxyde, c'est du dopage, mais c'était pas de la triche. Encore une fois, il y a une différence entre se doper et tricher. On peut trouver des manières de se doper de manière totalement légale, en tout cas faire des choses qui ne sont pas autorisées mais qui ne sont pas non plus interdites, ce qu'on appelle dans le coup tordu depuis quelques années maintenant les fameuses zones grises. Donc est-ce que pour la première fois dans le cyclisme moderne féminin, on a vu une coureuse basculer dans la zone grise ? La réponse est simple, si vous estimez que du côté de la Visma, ils sont totalement propres, voilà, il n'y a pas de problème, Pauline Ferrand-Prévot est totalement propre, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Si dans votre estimation, dans votre analyse, vous estimez que du côté de la Visma, on peut être par moment dans la zone grise et qu'on a pu donner à Pauline Ferrand-Prévot certains moyens de la zone grise, alors peut-être que, je dis peut-être, peut-être que Pauline Ferrand-Prévôt est dans la zone grise, mais peut-être pas. Elle peut aussi ne pas avoir eu certains moyens, on va dire un petit peu limite de la part de la Visma. Donc voilà, donc c'est un sujet en tout cas, voilà, bravo, félicitations à elle, mais c'est vrai que sur Demi Vollering, par exemple, quand elle gagne, il y a zéro sujet, il y a zéro question. Et là sur Pauline Ferrand-Prévot, il y en a eu beaucoup. Maintenant, encore une fois, je le dis, je le redis, elle est pas née de la dernière pluie. Elle allumait déjà tout le monde il y a une dizaine d'années, et elle a tout simplement eu peut-être des moyens de préparation différents des autres filles, largement supérieurs, et ça l'amène à ce niveau de performance. On bascule sur le Tour de Pologne. Alors rapidement, très rapidement, je trouve qu'on a un parcours qui est beaucoup plus punchy que d'habitude. On a eu par le passé des Tours de Pologne, on pouvait avoir sur les 7 étapes, on pouvait en avoir 3 ou 4 au sprint, c'était quand même très très chiant. Donc là on aura simplement la deuxième étape qui est vraiment assurée pour les sprinteurs. La troisième étape, c'est un petit Liège-Bastogne-Liège. La deuxième étape, elle sera déjà assez décisive. Oui, la quatrième étape, ça sera pour les sprinteurs. Ça sera globalement les deux rendez-vous du sprint. Allez, peut-être
peut-être, non, la 5e étape pour moi c'est plus pour les punchers et la 6e étape c'est aussi pour les spunchers et puis la 7e étape c'est un contre-la-montre. Donc simplement 2 rendez-vous pour les sprinters sur ce Tour de Pologne. C'est pour ça qu'on n'a pas une énorme start list au niveau du sprint. Donc le sprint de ce lundi, c'est pas hyper technique, c'est des routes assez larges comme on connaît en Pologne. Je vais être assez rapide sur le pronostic. Pour moi, il y a pas photo. La Visma, on arrive avec le meilleur sprinter et on arrive aussi avec un train très très solide. Olaf Koy, je vois pas sur la start list qui peut le battre, même un Paul Magnier qui aurait passé son été à faire des squats et qui arrive aussi avec un très très bon train, ça me paraît un petit peu compliqué. Arvind de Klein peut créer la surprise, mais enfin Arvind de Klein il revient quand même de blessure, ça fait 5-6 mois qu'on l'a pas vu, donc pour moi Vernon il y a pas photo, donc je vois pas sauf impondérable, je vois vraiment pas qui peut battre Olaf Koy. Teutenberg des Lidl Trek, ça me paraît encore un petit peu tendre, donc j'ai beau faire le tour et puis surtout la manière dont on va accompagner Olaf Koy, on lui met Dan McLay et Mathieu Brinnan, voilà, qui, je pense, aura sa chance sur d'autres étapes. D'ailleurs, Mathieu Brinnan, pour moi, ça a été une interrogation sur le classement général, mais je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais sur le Tour de Norvège, il avait quand même réussi à tenir sur des ascensions, parfois au rupteur, mais il avait réussi à tenir sur des ascensions qui étaient un petit peu compliquées. Donc pour moi, victoire d'Olaf Koy. Alors, j'ai pas encore pris le pic, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure ce que ça donnait. Je sais qu'il était sorti à 2 sur le Boukref. Ah ouais, il est tombé à 1,72 quand même. Il est tombé à 1,72. Alors on va faire un petit peu le tour des cotations, parce que pour moi à 2 c'était totalement valu et je vous avoue que 1,72 ça change un petit peu la donne. Alors 1,72 c'est sur le Boukref, je viens de faire un petit peu le tour des boucs FR, j'avais mis le podcast en pause. Chez Tagada on a du 1,98. 1,98 ça me paraît très très bon à prendre. J'avais peur que Olaf Koy sorte aux alentours de 1,60, 1,65. J'avais à peu près, à la vue du field et à la vue de la concurrence et à la vue de son train, j'avais à peu près placé la barre à 1,60, 1,65. Donc 1,98 pour moi c'est très très bon à prendre. Alors après ça reste du sprint, on va pas non plus faire les tarés sur la mise. Ça sera 0,20% de bankroll, à savoir 20 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 10 euros sur une bankroll à 5 000 euros, 1,98, voilà, ça me paraît valu sur Tagada. Après, chez Patrick Bruel, sur le B, chez CTLM, vous avez des cotes à peu près à 1,85. Ça me paraît pas trop mal encore, voilà, il y a petite value pour moi sur la victoire de Olaf Koy. Je rappelle et je précise que jouer avec excès comporte des risques, on ne fait pas n'importe quoi, on fait bien évidemment du management bankroll. Je compte sur vous pour ça. Au niveau du classement général, pour moi, le coureur qui coche le plus les cases dans l'histoire, alors je vous le dis tout de suite, je ne prendrai pas de pic sur ce Tour de Pologne, on prendra plutôt en one-one un petit peu en fonction des déclarations et de l'état de forme des uns et des autres, mais pour moi, au niveau du classement général, alors sur le Boukref, c'est Jan Christen qui ressort favori, qui était plutôt bien sur la Classica San Sébastien, qui s'est préparé pour ce Tour de Pologne. Moi, je trouve que le coureur qui coche le plus les cases, c'est Brandon McNulty. Encore une fois, quel est l'état de forme de Brandon McNulty qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines maintenant. Alors on sait que maintenant les coureurs quand ils reviennent, généralement ils sont prêts. Pourquoi ? Parce que McNulty sur le contre-la-montre, pour moi, alors Christen ça roule bien, mais McNulty ça peut être un petit peu meilleur. Et puis il y a toujours l'interrogation Rafa Majka. Est-ce que du côté des UAE on va pas chercher à forcer le truc ? Vous le savez, Majka a annoncé sa retraite, donc est-ce qu'on va pas aussi forcer pour essayer de favoriser un bon GC pour Rafa Majka, au moins essayer de lui faire croquer une étape? Ça j'en sais absolument rien. Donc voilà, j'aurais plutôt coté McNulty devant Jan Christen. Jan Christen, on en avait parlé avec Enzo et avec Thibaut, il a tendance parfois à courir comme un petit poulet sans tête, et parfois ça manque un petit peu d'intelligence tactique. C'est ce qui peut éventuellement pêcher, mais voilà, pour moi McNulty, on prendra les étapes les unes après les autres. Je prendrai pas de PLT sur la victoire de McNulty, mais c'est voilà, si j'en avais un à donner, ça serait plutôt celui-ci. Voilà pour ce coup tordu, on va pas aller plus loin. Je vous avais prévenu, un épisode vraiment assez court. Et puis on se retrouvera demain pour l'analyse et pour les pronostics de la deuxième étape. Ciao les amis.